Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er février au moment où je tourne cette vidéo et c'est l'heure du Best of News Marvel. Il s'est passé plein de choses ces derniers temps du côté du MCU avec des rumeurs, des news, des choses où on va râler, des choses où on est plutôt optimiste. À commencer par Deadpool, vous le savez, Deadpool 3. C'est genre The Film que j'attends. Il y a une grosse vidéo d'ailleurs qui va sortir d'ici quelques jours aux alentours de la sortie du premier trailer qui arrivera normalement dans la nuit entre dimanche et lundi prochain, lors du Super Bowl. Donc pour l'occasion, évidemment, réaction, analyse, théorie, mais aussi grosse vidéo autour de Deadpool 1 et Deadpool 2 sont prévues. Et on a des révélations qui me font un petit peu peur puisque je trouve qu'elles font beaucoup penser notamment le temps de la promo de Flash. Vous savez, ce moment où tout le monde était d'accord pour dire qu'il s'agissait du meilleur film de super-héros de tous les temps alors que tout le monde était payé pour le dire. Eh bien on a le réalisateur Matthew Vaughn qui a notamment réalisé X-Men First Class qui a déclaré que Deadpool 3 va sauver le MCU en disant que les quelques extraits qu'il connaît de Deadpool 3 sont incroyables. L'univers Marvel est sur le point de subir un choc et cela va ramener ce corps à la vie. Je pense que Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont sur le point de sauver tout l'univers Marvel et je pense que quand il dit ça, évidemment, il dit ça d'un point de vue business. On est très au courant qu'en ce moment Marvel ça se porte pas super bien et que donc c'est ce film qui va ramener les fans de la première heure en fait dans la hype du MCU. C'est un truc évidemment qu'il faut prendre avec énormément de pincettes. Déjà parce que même s'il dit vrai, Matthew Vaughn ici n'a vu que quelques extraits, c'est lui-même qui le dit, donc il n'est pas à même de savoir si oui ou non ce film va être incroyable déjà premièrement et surtout c'est aussi un mec qui est intéressé, il faut pas se le cacher, c'est un mec, c'est un réalisateur qui, bon, il sait que si il soutient certains projets Marvel, met un petit peu des points de son côté peut-être pour être recruté un jour dans un film de super-héros. Je crois qu'il a aussi dit dans cette même interview qu'il serait grave intéressé à l'idée de réaliser, je crois, le film Supergirl Woman of Tomorrow, donc du côté de chez DC. Voilà, c'est à prendre évidemment avec des pincettes, mais je voulais rebondir là-dessus parce que ça me fait penser à une époque finalement qui n'était peut-être pas forcément la bonne du point de vue de la communication, en tout cas chez DC. On passe maintenant à Echo. Echo est la série la moins chère de l'histoire de Marvel. Alors c'est pas très étonnant, vous avez vu la série, vous savez qu'il y a beaucoup de décors naturels, qu'en termes d'effets spéciaux, il n'y en a pas énormément et que quand ils sont là, en vrai c'est plutôt ok sans casser non plus trois pattes à un canard. Eh bien on a appris que Echo aurait eu un budget de seulement 40 millions de dollars. Alors c'est très peu, il faut savoir que en général les séries Marvel c'est minimum 120 millions et à titre de comparaison Secret Invasion lui a coûté 212 millions de dollars. 212 millions c'est même plus que certains blockbusters américains, c'est pour vous dire, mais justifié aussi normalement par la présence de beaucoup plus d'effets spéciaux, les Skrulls, etc. La chose qui m'étonne là-dessus c'est combien a coûté Echo, tu vois, parce que ça confirme finalement tout ce que je vous disais au moment où tout le monde s'excitait un petit peu sur les audiences de Ahsoka ou même de Loki saison 2, etc. Disney, on est tributaire de ce qu'ils veulent communiquer justement, et si tu les écoutes, il y a tout qui fonctionne, tout bonnement parce qu'ils n'ont pas communiqué des chiffres autour d'Echo. On ne sait pas combien de vues, combien d'audience en termes de chiffrage et tout. On ne sait pas si Echo a été un succès ou un échec. Alors on peut imaginer que pour un budget de 40 millions, on peut espérer en tout cas que la série ait été rentable, même si ça fonctionne difficilement sur Disney+, évidemment. Mais bon, il y a quand même quelque chose par rapport à ça. C'est là où je vous dis qu'il faut quand même se méfier et ne pas bondir sur tous les chiffres que l'on voit, puisque Disney bizarrement n'a pas communiqué sur Echo, ce qui me laisse penser que c'est peut-être la série qui a fait le moins de vues parce que c'est une série en fait qui n'attirait pas, la promo a été un petit peu inexistante pour le point de vue des mortels, on dira, même si nous en tant que fans on était surtout axés sur les scènes de violence qui étaient vachement centrées autour de ça, sur le marketing et évidemment la présence pendant 2 minutes 30 de Charlie Cox en Daredevil dans la série. Écoutez, je sais pas vous, mais je trouve que pour une série à 40 millions on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sérieux que par exemple Secret Invasion qui a énormément déçu. Et puis bon, 220 millions dans Secret Invasion, est-ce que ça sent pas un peu le blanchiment d'argent non plus, quoi, tu vois? Je vais bien croire qu'il y a des effets spéciaux, on est quand même sur 220 millions, je sais pas si on se rend compte. J'espère donc du coup de mon côté que ça va peut-être pousser Disney à produire des séries peut-être plus courtes, 5-6 épisodes, tu vois, comme Echo, moins cher du coup, et avec des idées finalement, parce que Echo c'est avant tout des idées, avant d'être une série qui est là pour combler, avant d'être du popcorn qu'on te jette à la figure des spectateurs pour un gros divertissement, justement à la Secret Invasion qui était selon moi totalement raté. On est totalement passé à côté de Secret Invasion et c'est bien dommage quand tu vois le matériel source. Normalement ça devrait être le
cas, vous le savez, on a le label Marvel Spotlight qui est censé être là pour ramener un petit peu plein de héros urbains. Et en vrai, on va pas se le cacher, qui dit urbain dit moins de budget normalement, puisque tu tournes sur place dans des villes, dans des décors naturels, et sur des chorégraphies de combat plus que sur des effets spéciaux. Je pense à la série Daredevil normalement. Bon, c'est pas une série qui normalement doit coûter trop cher, en tout cas par rapport aux 220 millions de Secret Invasion. Donc je continue à le dire, pour moi Echo c'était une très bonne porte d'entrée. Ça aurait pu être mieux, hein, c'est clair. Et ça aurait pu être 10 fois pire, hein, clairement, avec tout ce qu'on s'est tapé récemment dans le MCU. Et j'espère que Echo, le fait que ça ait coûté pas trop cher, et aussi le retour plutôt positif des fans, j'espère que tout ça, ça va pousser Marvel Studios à aller dans ce sens-là, plutôt qu'à des trucs vraiment à des budgets incroyables où t'en vois pas forcément la couleur. On passe maintenant au projet Thunderbolts. Je sais pas s'il vous hype, me concernant, pas du tout, toujours pas, ça viendra peut-être plus tard. On a appris donc un recast, enfin, puisque vous le savez, Steven Yeun avait quitté la production en raison de conflits d'emploi du temps, hein. Le film s'était fait repousser je sais pas combien de fois, et forcément ça tombait à cheval sur une autre production. Il a choisi cette autre production plutôt que le film Marvel. Et bien on a enfin quelqu'un officiellement pour Sentry, et ce sera Lewis Pullman qui incarnera bien Sentry dans le film Thunderbolts. Lewis Pullman qu'on a notamment vu dans Top Gun Maverick, et là je trouve que en termes de choix de casting, pour l'instant, si on réfléchit de manière comics accurate, c'est le meilleur choix. Le mec, il a l'air d'être grand, il a l'air d'avoir les épaules assez larges, il a l'air aussi de jouer le côté peut-être plus ténébreux psychopathe dont fait preuve par moments Sentry dans les comics. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est une très bonne idée cet acteur, et en vrai, c'est pour moi pour l'instant le meilleur choix, même si j'adore Steven Yeun et que je trouve que c'est un bon acteur. Pour moi, Lewis Pullman là-dedans, c'est beaucoup mieux. À côté de ça, on a Ayo Edebiri qui a quitté le casting de Thunderbolts. J'en parle parce que c'est une actrice que j'aime énormément, que j'ai vu notamment dans The Bear, qui est une série vraiment que je vous conseille énormément. Gros coup de cœur qui fera partie, je pense, très vite de vos séries préférées. Elle a quitté le projet, voilà, pareil, souci d'emploi du temps. Peut-être par rapport au tournage d'une prochaine saison de The Bear, c'est possible aussi. Et elle est remplacée notamment par Géraldine Viswanathan, très compliqué à dire, qui donc remplacera Ayo Edebiri dans Thunderbolts. On verra un petit peu ce qu'il en est. Dans tous les cas, le tournage débute en mars, donc dans moins d'un mois aussi au moment où je tourne cette vidéo. Et peut-être que d'ici là, on aura des petites news par-ci par-là qui arriveront me concernant à relancer une certaine hype. Et vu que je vous parle de hype inexistante, eh bien on passe au second projet qui, à ma plus triste opinion en fait, ne me hype pas, contrairement à beaucoup. C'est le film Captain America 4. Pourtant j'ai été ultra convaincu par l'ascension de Falcon en Captain dans la série Falcon and the Winter Soldier. Je trouvais qu'il avait un discours de fin assez, on va dire, poignant, et j'ai adoré son costume surtout. Et là on va en parler du costume, puisqu'il y a un nouveau costume officiel que l'on a pu voir où vous le voyez, on change totalement les couleurs, on change totalement le costume, et j'ai l'impression qu'on cherche en fait avec ce nouveau costume à se rapprocher du costume finalement de Steve Rogers, beaucoup plus bleu qu'autre chose. Et je dois dire que pour moi c'est une erreur un peu stratégique pour l'instant, puisque tout ce qu'on veut de ce Captain Falcon, c'est en fait qu'il s'émancipe de Steve Rogers. On a besoin de ça. Là on a passé toute une série à t'expliquer que voilà, eh bien, Sam Wilson, c'est l'héritage de Steve Rogers, il lui donne le bouclier, il lui transmet ses valeurs, les responsabilités aussi sur ses épaules, etc. Et là, en fait, il faut avoir un Captain America qui fasse Captain America, qui soit symbole même de quelque chose. En fait, ça peut être le symbole d'une Amérique, comme ça peut être le symbole d'une Amérique nouvelle, justement, qui sera beaucoup plus ouverte d'esprit, etc. Mais il faut que ce soit un symbole, ce nouveau Captain America aussi. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui était donné avec la fin de Falcon and the Winter Soldier, avec ce costume très blanc, très peaceful presque en fait, et qui était d'ailleurs totalement différent de ce qu'était Steve Rogers avec tous ses costumes. Là on se rapproche beaucoup du bleu de Steve Rogers. Alors évidemment ce n'est qu'un costume et ce n'est qu'une image fixe, évidemment qu'on ne peut pas se faire un avis définitif avec juste ce concept art au final, mais quand bien même, je dois dire que moi je faisais partie des gens qui aimaient le costume blanc, et j'espère qu'il reviendra d'une manière ou d'une autre. Alors après on n'est pas étonné non plus, puisqu'à chaque projet Marvel nous sort des nouveaux costumes pour chacun des héros, là aussi pour pouvoir vendre à chaque fois de nouveaux jouets, etc. Donc c'est pas non plus étonnant. Là, si ce costume veut rien dire, bon, j'ai peur qu'il n'y ait pas trop d'intérêt, mis à part vendre des jouets. On passe maintenant à Kang le Conquérant, puisqu'on ne sait toujours pas à quelle sauce le gars il va être mangé. Quoi, tu vois, après le licenciement de Jonathan Majors, on sait pas
quel acteur va reprendre le rôle, on sait pas non plus à quel point le rôle va être présent dans les prochains films, tu vois. Mais dans tous les cas, selon Diane Richman, eh bien John David Washington serait l'un des noms envisagés par Marvel Studios pour incarner Kang dans le MCU. Et je dois dire que même si je sens que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, me concernant, c'est pas du tout un acteur que je vois dans le rôle, parce que John David Washington, j'ai beaucoup de mal avec son jeu que je trouve très stoïque, un petit peu d'ailleurs comme Ryan Gosling. Là, j'ai l'impression que John David Washington, c'est un petit peu la même chose. À chaque fois que je le vois, le mec n'a aucune émotion. Je me rappelle de lui dans Tenet, tout le monde en avait parlé en mode putain, il est incroyable et tout, et moi je trouvais que vraiment il était transparent. Je dois dire que pour Kang le Conquérant, pour moi c'est un rôle où, comme je vous l'avais dit précédemment, il faut du charisme, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas besoin de parler, voilà, t'as besoin d'être impressionné juste par la présence du gars. Ça veut pas dire qu'il faut qu'il soit comme The Rock ou quoi. Et je trouve que, eh bien, Jonathan Majors, même si bon, à côté il a été licencié, même s'il a fait des trucs pas très cool, etc., qu'il a été condamné pour ça, je trouve que juste si on enlève tout ça en termes de physique, je trouvais que il dégageait un truc. Tu le prenais sur une photo de promo d'Ant-Man 3, tu le prenais dans le trailer, bah, tu voyais ce charisme justement. John David Washington, je vois pas vraiment ça, et j'espère qu'il sera pas forcément casté dans le rôle, même si en soi on va pas se le cacher, ça va aussi faire venir des gens en salle, le fait que il soit casté pour ce rôle-là. Et donc, on comprend peut-être le choix de Marvel Studios d'être en pourparlers, en tout cas, pour ce rôle-là. Alors, on verra si ça se confirme. Il y a aussi d'autres noms dont je vous ai déjà parlé qui sont précédemment sortis. On verra ce qu'il en est. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, John David Washington, c'est un acteur que vous aimeriez bien voir dans le rôle de Kang. On finit ce best-of news Marvel avec une rumeur visant le GOAT. Évidemment, mon personnage préféré, vous le savez, on en parle très régulièrement sur la chaîne. Dès qu'il pète, on en parle, et avec plaisir, c'est Spider-Man. Spider-Man 4 arrive, Watts est sur la sellette, peut-être, parce que selon les dernières informations, il ne serait peut-être pas prédestiné à réaliser cette fois pour ce 4e opus, le film Spider-Man. Quoi qu'il en soit, Spider-Man 4, selon le scooper Alex from CC, le résultat le plus probant concernant Spider-Man serait que pour le 4e film, on serait sur une histoire street level avec le Caïd et Daredevil, qui serait logique. Vous savez que moi c'est ma théorie depuis des mois concernant le Caïd qui devient maire de New York, qui instaure une loi anti-justicier, ça fout Spidey dans la merde, ça fout Daredevil dans la merde, et puis bon, tu commences à te dire que Spidey, effectivement, si on est sur un film qui se passe essentiellement à New York, c'est compliqué de pas parler du Caïd en tant que maire de New York, tel que teasé à la fin de Echo, et tel que ce sera normalement dans Daredevil Born Again. Et puis bon, à côté, t'as Daredevil, quoi, tu vois, qui est là dans les rues de New York, d'Hell's Kitchen. Et puis bon, c'est vrai que généralement, quand t'as le Caïd, il faut un petit peu qu'il y ait peut-être Daredevil. Et puis je rappelle aussi que dans chaque film Spider-Man, à chaque fois, il y a un espèce de mentor. Voilà, il y a eu Tony Stark, il y a eu Nick Fury, il y a eu Doctor Strange récemment. Peut-être que Daredevil serait ce fameux mentor à Spidey dans ce 4e opus, quoi, tu vois. Donc ça paraît un petit peu logique au final. On verra ce qu'il en est. Donc ça, c'est pour Spider-Man 4. Concernant Tobey et Andrew Garfield, ils apparaîtraient dans Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Donc enfin, finalement, puisque ça fait tellement depuis longtemps qu'on parle d'un caméo des deux acteurs en animation, peut-être ou pas, puisque on a vu dans le film que c'était possible de mélanger, pour un caméo en tout cas, le live action et l'animé. Et on les verrait aussi potentiellement pour Avengers Secret Wars. Donc là aussi, rien de très étonnant quand on sait que Secret Wars sera un petit peu l'épopée, la conclusion de toute cette saga du multivers, et que qui dit multivers dit Tobey, qui dit Tobey dit Andrew. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voici donc les news qu'il ne fallait pas manquer pour cette fin de janvier 2023. On va attaquer très fort en février avec évidemment le Super Bowl. Plein de news ciné vont débarquer. Janvier, c'est toujours un petit peu mou du genou, toujours un petit peu triste, un petit peu comme en août, quoi, tu vois. Les gens sont en vacances, les journalistes sont en vacances, tout le monde est en vacances. Donc du coup, il n'y a pas tellement de choses à croquer. Mais là, février, je pense que ça va commencer très fort. On a le petit Deadpool 3 qui arrive, et rien que ça, ça régale. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, sur Thunderbolt, sur les rumeurs autour de Spidey, sur la série Echo. Finalement, est-ce qu'elle a bidé ou pas? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et puis attends les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer comme toujours. Des bisous tout le monde.